L'art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lartola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif, c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Et aujourd'hui, tiens-toi bien, je reçois Dorian Baker, experte en Customer Care. Elle est à la tête de l'entreprise Baker Bloom depuis 2018, où elle accompagne les entrepreneurs à mettre plus d'humain au cœur de leur stratégie. Ces dernières années, elle a formé plus de 200 personnes en tant que Customer Care Manager. C'est une entrepreneur qui m'inspire beaucoup, qui est l'exemple type que l'on peut réussir en étant profondément bienveillante et tournée vers les autres. Donc je suis ravie de l'accueillir. Bienvenue à toi, Dorian. Merci beaucoup pour cette présentation et pour ton invitation, Lucie. Ça me fait trop plaisir d'être là. Alors pour commencer, la première chose, pour peut-être que des personnes ne te connaissent pas, même si c'est peut-être rare, est-ce que tu peux me dire qui tu es en quelques mots? En quelques mots, qui je suis? Donc, tu as déjà fait une très très belle présentation, mais voilà, je m'appelle Doriane, je suis maman de deux petites filles, la plus grande ayant 6 ans, donc j'ai quasiment toujours entrepris en étant maman. J'ai eu qu'une seule année d'entrepreneuriat libre, on va dire. Et effectivement, j'ai fait toute ma carrière dans l'univers du customer care et de l'expérience client, même quand j'étais salariée. Puis, comme tu l'as dit en 2018, j'ai créé mon entreprise et depuis, je n'ai cessé de proposer différentes, euh, différentes solutions et prestations voilà, dans le milieu du customer care et de l'expérience client. Je suis addict au thé aussi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Ok. Et une des choses, c'est drôle, qui est écrit sur ta bio, sur ton site, une des premières choses qu'on peut lire, c'est «Je suis une rebelle». Et c'est vrai que c'est pas la première chose qui me viendrait à l'idée en te voyant et voilà, par rapport à ce que tu fais. Du coup, qu'est-ce que tu penses que j'ai besoin de savoir sur ton parcours pour comprendre la personne que j'ai en face de moi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à ça d'ailleurs? Pourquoi est-ce que tu te présentes comme une rebelle? Je pense que et le côté rebelle va dans le fait qu'on je ne fais pas toujours ce qu'on attend de moi Ouais. ou ce que la société voudrait que je fasse. Et je sais que mon premier acte de rébellion dans ma vie, c'était de quitter l'école, de Mm. quitter mes études supérieures parce que pourtant j'avais de très bons résultats, etc. Mais c'était pas fait pour moi, je me sentais emprisonnée et ça a été la première décision, entre guillemets, que j'ai prise pour moi, ce qui me semble être une bonne décision, même si tout le monde et tout me disait le contraire. Et c'est en commençant à travailler juste après avoir quitté justement mes études que j'ai découvert le milieu de la relation client et que j'ai découvert que j'étais douée pour ça. Voilà. Trop bien. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que je suis autant fan de Lara Croft que de Sylvie l'Impératrice. Donc, j'ai un petit Ok. peu une double personnalité. Voilà. On voit plutôt le côté, en règle générale, un petit peu si, délicate, Mm. tranquille, voilà, comme tu disais, un petit peu. Mais j'ai un côté parfois un peu plus brut que mes clientes ont beaucoup plus l'habitude de voir, je pense, surtout quand il s'agit de les motiver à passer à l'action. Euh, donc voilà, autre chose à savoir sur moi. Euh, je pense qu'il y aurait plein de petits trucs peut-être qu'on découvrira au fil de l'interview. Ok, trop bien. Mais c'est intéressant et c'est drôle, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup aussi, c'est les gens ont tendance à me dire que je suis très douce, etc. Et en fait, mon conjoint, quand on dit ça à côté de lui, il dit non, c'est c'est vraiment que tu la connais pas pour l'identifier comme quelqu'un de douce. Donc c'est vrai que entre la première image qu'on peut avoir et puis aussi ben, des fois d'autres facettes surgissent un peu plus tard. Et alors, voilà. En vrai, on peut être aussi un côté doux et un côté un peu plus franc et déterminé et dynamique. Voilà. Et ça, la douceur n'empêche pas la fermeté et la Exactement. détermination. Tout à fait. Ok. Alors, autre chose que je voulais te demander, je pense que ça peut aider à te comprendre aussi. Qu'est-ce que tu dirais si je te demandais quelle est la chose la plus vraie à propos de toi? Hmm. La chose la plus vraie à propos de moi, purée, ça va pas être original et j'ai l'impression que c'est pas du tout humble de dire ça, Mm. m- mais je suis vraiment quelqu'un de bienveillant. C'est-à-dire que tout au long de ma vie, je n'ai pas le souvenir d'avoir ressenti un jour de la jalousie ou de pas être contente pour le bonheur de quelqu'un. Genre, vraiment, tu vois, même si une de mes meilleures potes, elle obtient un truc que moi j'aimerais avoir depuis des années, si elle l'obtient avant moi, mais je vais exploser de joie. Je vais pas.
tu vois, j'ai pas ça fait bien longtemps que j'ai expulsé de mes émotions, etc. Tu vois, tout ce qui est envie, jalousie, etc. Et vraiment, je trouve que cultiver le bonheur pour les autres et le fait de se réjouir pour le bonheur des autres, c'est un truc qui est hyper important. C'est un truc que j'enseigne à mes enfants, c'est un truc qui est déjà dans ma personnalité, mais que je continue de cultiver. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait, genre, même inculquer à l'école, quoi. Genre, se réjouir pour le bonheur des autres, ne pas. Voilà. Ça, c'est un truc qui est vrai à mon sujet. Je vais toujours être contente pour la réussite des autres. Et au contraire, je vais être triste quand quelque chose de mauvais arrive à quelqu'un. Genre, je ne peux pas me réjouir du malheur de quelqu'un. C'est pas possible, quoi. Trop bien. C'est très beau ce que tu dis. Et est-ce que tu penses que c'est contagieux du coup? C'est-à-dire que justement, en voyant, ben, en célébrant le bonheur des autres, tu es dans cet état d'esprit toi aussi de bienveillance et de OK, c'est beau ce qui arrive dans la vie est belle, un truc un peu comme ça. Et où du coup, tu as l'impression d'attirer à toi aussi du positif de cette façon? Moi, je pense que ça va ensemble, ça va avec Ouais. ouais, un état d'esprit positif et ça nous fait comprendre aussi plus facilement que c'est possible. Enfin, je veux Mm, dire, si je cherche à obtenir quelque chose, que ce soit des résultats business ou même quelque chose dans la vie personnelle, si quelqu'un d'autre, un autre être humain, donc comme nous, l'obtient, bah, c'est que voilà, si je fais ce qu'il faut, un jour ça arrivera. Puis tu mm, sais, je crois aussi au destin, etc. Donc en fait, je suis jamais en train de m'inquiéter sur qu'est-ce qui doit m'arriver ou pas. Voilà, je mm, fais confiance, je fais mon maximum pour être une bonne personne, pour faire les actions. Tu vois, je mm, crois aussi beaucoup au passage à l'action, rien ne tombe voilà, du ciel comme ça. Mais je crois aussi au fait que faut pas stresser non plus, parce que mm. voilà, c'est ce qui doit m'arriver m'arrivera. Et si c'est un truc que je veux absolument qui ne m'arrive pas, je sais que c'est pour une bonne raison. Ok. C'est une belle façon de voir la vie, je trouve. Euh, et du coup, quelle serait ta définition du succès? Si vraiment on part un peu plus sur ton entreprise, etc., quelle est Ouais. ta définition du succès aujourd'hui? Et est-ce que tu penses qu'elle a changé aussi à travers les années par rapport à la première fois que tu t'es lancé en 2018, par exemple? Elle a énormément évolué depuis que je me suis lancée. Tu vois, je me souviens que au départ, quand je me suis lancée en 2018, ma seule vision du succès, c'était pouvoir gagner un salaire ou remplacer mon salaire que j'avais en étant salarié en travaillant de chez moi. Point. Ça Hmm. s'arrêtait là. Je crois que mes 2, 3 premières années d'entrepreneuriat, vu qu'en plus j'ai généré un revenu sympathique dès mon premier mois de freelancing, ça y est, pour moi, j'avais atteint les sommets. C'était incroyable. Enfin, vraiment, après presque 10 ans, en fait, 7, 8 ans de salariat, j'étais chez moi avec mon ordinateur, j'étais prestataire de service, donc j'étais Customer Care Manager freelance, et à la fin du mois, j'avais un salaire alors que j'avais travaillé de chez moi, d'un café, ou même en voyage. Hmm. Ça y est, j'avais tout gagné pour moi. Et donc, effectivement, après, par la suite, ça a évolué. Euh, mais ça n'a jamais été démesuré dans le sens où, tu sais, je suis pas le genre d'entrepreneur qui cherche à atteindre le million, qui cherche à... Voilà, c'est pas du tout un objectif en soi. Voilà. Mon premier KPI, si on peut dire ça, de mesure du succès, c'est est-ce que j'ai un impact sur le marché de la relation client en France? Et est-ce que j'arrive à par ma communication, par mes accompagnements, par tout ce que je peux faire et produire sur Internet? Est-ce que j'arrive à faire évoluer les mentalités? Est-ce que j'arrive à faire en sorte que des entreprises ou des entrepreneurs aient un autre regard sur leur relation client, le voient comme un pôle d'investissement et pas comme un pôle de dépense, etc. Donc c'est un peu compliqué à mesurer, mais ça peut quand même se mesurer un petit peu notamment avec certains logiciels qui m'aident à voir qu'est-ce qui se dit sur Internet, soit à mon sujet, soit au sujet du service client, etc. Ça, c'est mon premier pôle de mesure du succès. Et ensuite, par rapport à mon entreprise, mais aussi n'importe quelle entreprise, pour moi, il y a vraiment 3 éléments euh, qui entrent en compte dans le succès d'une entreprise. Et pour moi, s'il manque l'un de ces éléments-là, on ne peut pas parler de succès. Hmm. Le premier, c'est notre bien-être en tant que chef d'entreprise. Genre, est-ce que je suis épanouie? Est-ce que ma santé mentale et physique, elle est OK? Ou alors est-ce que mon business est en train de me pourrir, de Hmm. m'angoisser, de voilà. Pour moi, si déjà ça va pas, on peut faire 70% de bénéfices à l'année. Si nous, notre santé à cause de notre business, ça va pas, pour moi, c'est pas du succès. Donc, première chose. Deuxième chose, est-ce que les personnes avec qui on travaille ou nos clients, donc en gros les gens que notre entreprise impacte,
est-ce que ça les impacte positivement? Est-ce que je suis le genre d'entrepreneur qui paye ses prestataires à l'heure, qui prend soin d'eux, qui les respecte, qui les valorise, etc. Et pareil pour mes clients et mes prospects. Est-ce que toute personne qui a contact avec moi ou qui travaille avec moi, j'ai un impact positif? Est-ce qu'elle en ressort avec quelque chose de positif? Pour moi, deuxième critère de succès, si ça aussi c'est atteint, c'est génial. Et troisième critère, c'est le critère financier, tout simplement, est-ce que l'entreprise elle est rentable? Est-ce qu'elle te permet de te faire vivre, de payer correctement les gens, de se développer un petit peu? Pour moi, c'est vraiment les trois critères euh, principaux qui mesurent le succès voilà, d'une entreprise. Et donc, c'est ce que je prends en compte aussi pour la mienne. Mm. Et est-ce que du coup aujourd'hui tu as l'impression d'atteindre un équilibre par rapport à ces critères-là? Tu te trouves, enfin, tu estimes toi être épanoui et avoir cet impact et en même temps de faire un beau chiffre? Pas du tout. Je vais être hyper honnête. Non, Ouais, vraiment, il y a 3 ans, je t'aurais répondu oui à 100%. Sauf que bah, là, il y a plein de choses qui se passent dans la vie, notamment ouais. certaines choses personnelles. Aujourd'hui, je peux te dire que le critère numéro 2, je pense qu'il est sincèrement atteint. Vraiment, les gens autour de moi, c'est hyper important. Euh, Moi, personnellement, je suis qu'à 50%, je dirais. Comme j'ai pas beaucoup de temps pour travailler sur mon business, etc., c'est vrai que parfois, on peut vite, tu sais, en plus quand tu es une femme, que tu as des enfants, que tu veux tout faire, c'est que tu veux être une maman parfaite, Mm, une chef d'entreprise parfaite, etc. Tu es souvent en train de te dire, ah, je fais pas assez pour mon business, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Donc, je suis épanouie, hein, clairement, mais mm, j'atteins pas le niveau de sérénité que j'aimerais atteindre non plus. Donc, j'y travaille. Et niveau finance, pareil, je dois continuer de faire attention. En vrai, ça va, hein, mais moi, je suis enfin, je ne vais pas dire que je suis une très mauvaise gestionnaire de finances parce que j'ai pas envie que ce soit une vérité. Je travaille aussi là-dessus, mais c'est pas ma zone de génie. mm. Moi, voilà, je suis dans le care, je suis dans les idées. Tu sais, j'ai un profil un peu, c'est le scientifique fou, là, le créatif fou qui, voilà. Je me suis avec une idée ce matin. Je vais la mettre à profit. Voilà, c'est ça. Et heureusement que j'ai Solène, mon bras droit financier, qui m'aide par rapport à tout ça. C'est bien calibré, avoir un prévisionnel hyper strict, prévoir les dépenses, etc. Donc, par rapport à ça, ça va. Mais ça va avec le premier point où je te dis que j'ai pas atteint le niveau de sérénité. Enfin, j'ai pas re-atteint le niveau de sérénité que j'aimerais ou que j'avais avant d'avoir mon deuxième enfant. Mm, ok, mais bon, je comprends, parce que moi, du coup, j'ai une petite fille de 8 mois. Et c'est vrai que j'entends et je pense qu'on est une génération de femmes et de mères à se poser beaucoup de questions. On est Mm. aussi une génération à entreprendre en tant que maman. Mm. Et où du coup, ben, ça a forcément un impact, comme tu dis, quand forcément ton sommeil est compliqué ou que ben, tu as envie aussi de passer du temps avec tes enfants et d'être présente pour eux. Forcément, ton business peut être impacté. Et donc tu dis, bon, je travaille peut-être pas assez. Et quand tu travailles un petit peu plus, tu dis, ah, mais je suis peut-être pas assez présente. Donc en fait, cet équilibre est tellement difficile à trouver. Je ne sais pas si on l'atteint un jour d'ailleurs, mais je comprends ouais, ce questionnement-là et cette pression qu'on peut se mettre. C'est ça. Et puis, ça dépend aussi de tellement de choses. En fait, l'épanouissement dans sa vie professionnelle en général, hein, qu'on soit entrepreneur ou pas, ça dépend de beaucoup de trucs. Et tu vois, pour donner un exemple, mon premier enfant, il n'a pas eu du tout le même impact que le deuxième. Mm. Genre, le premier, au contraire, ça a boosté totalement mon entreprise. Même si j'avais moins de temps, ça m'a aidé à être plus focus, plus clair. Et puis, c'était un bébé extrêmement facile qui a fait ses nuits à 3 semaines, elle dormait 12 heures par nuit. Enfin voilà, j'ai eu Ah zéro ouais. difficulté. Donc voilà, c'était un petit peu la pub mensongère, tu sais, pour le deuxième. Donc voilà, vraiment zéro difficulté. Et la deuxième, effectivement, voilà, des petits problèmes pas graves, mais de santé qui ont fait que son sommeil était perturbé, etc. Mais vraiment beaucoup perturbé. Donc ça a eu des conséquences aussi sur ma santé à moi, Mm. sur ma santé physique, sur ma santé aussi même neurologique. Tu vois, au bout d'un an sans sommeil, vraiment, je ne réfléchissais plus correctement, je n'arrivais plus à prendre de décision. Ma capacité de concentration, elle avait diminué de 80%. Je consultais des médecins, etc., qui me disaient tous, mais c'est normal. Vous avez été privé vous avez dormi 3 heures par nuit pendant un an. Ils m'ont dit, vous ne pouvez pas espérer, en fait, retrouver Ah, vos l'énergie que vous avez capacités. avant. Donc, Mm. voilà, c'est ça. Donc, comme tout, je pense que il faut se questionner, comme tu dis, et il faut aussi chercher des solutions, Mm. tu vois. Tu m'as toujours parce Oui, que Zoom me dit qu'on était déconnecté. non.
c'est bon. Ok, bah, je vais rester comme ça, je vais toucher à rien. Ouais, donc en fait, il faut se questionner et il faut aussi trouver des solutions et chercher des solutions. Et je pense que ça va avec notre esprit d'entrepreneur et Mm, tu sais, l'état d'esprit aussi de développement. Quand j'ai vu que ma fille, au bout d'un moment, elle dormait vraiment, vraiment mal, je me suis dit, c'est pas normal pour un bébé à son âge mm, d'être perturbé à ce point-là, de pas réussir à s'endormir, etc. J'ai cherché des solutions, j'ai trouvé. On a trouvé qu'elle avait un souci, on a mis en place des choses pour les régler et ça s'est réglé. Pareil pour mon énergie, pour retrouver mon énergie, je me dis, voilà, ça fait 2 ans, là, ça fait 1 an qu'elle dort, je devrais normalement réussir à retrouver mes capacités. Et donc, j'ai commencé à étudier tout ce qui était voilà, des neurosciences, le sommeil, l'alimentation, comment retrouver son énergie, enfin vraiment tout mettre en place, etc. Et pareil, c'est en train de revenir petit à petit. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte parfois quand on trouve qu'on n'avance pas bien dans notre business, etc. La plupart du temps, il faut regarder nous comment on va. mm. Vraiment, en règle générale, si nous on va pas bien, si on est fatigué, même si on manque c'est bête, hein, si on manque de fer et de magnésium, rien que ça peut nous empêcher de réfléchir comme avant en fait. Ouais. Et ça a un impact, c'est clair. C'est rigolo parce que j'avais un appel ce matin avec quelqu'un pour qui son business s'est lancé ultra rapidement. Il a vraiment eu un succès incroyable du jour au lendemain. C'était un peu un pari. Et elle s'est dit, bon, tiens, je vais lancer ça, je verrai si ça fonctionne. Et ça a ultra bien fonctionné. Et en fait, on arrive à un stade où sa réussite a vraiment atteint tout dans sa vie. Son appartement est plein de colis partout qu'elle doit envoyer. Elle en vient à parler que de ça avec son compagnon et ça a un impact en fait sur. Elle n'a pas eu de congé, et même ne serait-ce qu'un jour de repos sans y penser depuis des mois. Et en fait, elle vient me voir un petit peu en mode mon Dieu, aide-moi avec ce problème qui pourrait ne pas être un problème pour la plupart des gens parce que ils cherchent à avoir cette réussite et où en fait, enfin, ça se voit qu'effectivement dans sa santé mentale, il y a un vrai épuisement, il y a vraiment quelque chose qui se joue. Et ouais, je te rejoins du coup sur cette partie de comment est-ce que tu qualifies qu'un business réussit. Et je pense que effectivement, au-delà de l'argent et dire ah, je gagne pas d'argent, il y a ce truc de comment moi je me sens. Est-ce que j'ai toujours de la joie à faire ce que je fais? Est-ce que je me sens épanouie Mm. là-dedans? Et c'est pas ultra, on n'en parle pas beaucoup en fait. C'est pas ce qu'on voit sur Instagram. Enfin, Mm. voilà, trouve plus de clients, fais plus de chiffres, mais ce côté santé mentale est un petit peu masqué ou sous-coté, on va dire, alors qu'effectivement, je pense que c'est ultra important. Mm. C'est ça. Il y a aussi un truc auquel je crois beaucoup, c'est que c'est génial d'avoir des objectifs et d'avoir Mm. des rêves et de travailler dur pour les atteindre, mais je crois aussi beaucoup au fait qu'il faut absolument savourer la vie qu'on a déjà. Ouais. Parce que souvent on oublie à quel point on priait pour cette vie-là il y a quelques années Mm. et Complètement. on l'a en fait, et souvent on oublie parce que voilà, c'est un peu notre folie d'entrepreneur, on cherche toujours à faire différemment, faire plus, lancer d'autres projets, etc. Et en fait, souvent, on oublie de savourer une vie qu'on a souhaitée. Et il y a un truc que je trouve hyper important, c'est d'apprendre aussi à apprécier, à être satisfaite et à se réjouir de ce qu'on a déjà. Et puis, pareil, tu sais, des petits bonheurs simples. Tu vois, Mm. enfin, je sais pas, Ouais. marcher dehors dans la nature et observer les fleurs. Enfin, vraiment des trucs, on pourrait dire, ouais, c'est gnangnan, mais en fait, ça nous ancre un peu dans l'instant présent. Mm. Ça nous fait prendre conscience aussi du luxe qu'on a déjà Mm. par rapport à la majorité de la population mondiale. Et je trouve Ouais. que c'est important. Ouais. Je te rejoins. Franchement. Ça m'arrive le matin de sortir mon chien, de voir le ciel bleu et de dire oh, qu'est-ce que je suis contente. Enfin, on m'offre une nouvelle journée à être en vie. J'ai mes deux enfants, j'ai mon conjoint, je vais me marier. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, ouais, ça remet un peu les choses au centre et dire en fait, on a l'essentiel. Et le reste, c'est du bonus. Ton objectif de chiffre d'affaires du mois prochain, trouver tes clients, je sais pas quoi. Bah, en soi, voilà, on est déjà, on a de quoi être pleinement heureux aujourd'hui, en fait. Et il C'est faut ça. arrêter de faire cette course en fait à toujours plus parce que je le dis souvent, je l'ai déjà dit dans le podcast d'ailleurs, mais en fait le chemin s'arrête le jour de ta mort. Donc si tu n'as pas apprécié Mm. tout le long et que tu dis allez on y va encore, on continue, on va plus loin, on va plus loin, bah en fait un jour le plus loin ce sera malheureusement ton dernier jour et vaudrait mieux apprécier ce que tu as sur le chemin quand même de temps en temps. Mais c'est ça exactement. Et Mm, puis je pense aussi que les réseaux sociaux ont joué un rôle sur la déformation de ce qu'est vraiment le bonheur. mm, Tu vois. Euh, on voit beaucoup de matériel. Tu vois, c'est souvent ce qui est mis en et- avant, entre guillemets, par ceux qui vendent mm, des trucs aux entrepreneurs du style, voilà, fais de l'argent, sois mm, riche, machin.
c'est très rare de voir, genre, une nana dans sa petite maison à la campagne avec ses poules. Oui. Pourtant, moi, c'est le genre de truc qui m'inspirerait. Ouais, vraiment, Ouais. les trucs du genre Bali, Dubaï, machin, etc. Non, c'est pas ce à quoi j'aspire. Et, à part, voilà, Bali, c'est très bien pour les vacances, mais je ne me Ouais, verrais ouais. pas y vivre à l'année, etc. Donc, tu vois, il y a aussi ce truc de choisir qui on va suivre, entre guillemets, sur les réseaux, ce qu'on va consommer comme contenu, euh, qui soit en rapport avec ce que nous, on aspire dans la vie. Par exemple, moi, j'ai pas envie de m'acheter de sac de luxe. Mm, mm. Vraiment, j'en ai rien à faire d'avoir un sac Chanel ou Yves Saint Laurent, c'est vraiment pas mon truc. Le seul sac de luxe que j'ai, c'est un cadeau de ma maman, ça fait 10 ans que je l'ai, j'en prends soin, etc. Mais c'est tout, tu Mm, vois. Pour moi, en tout cas, si nos objectifs, alors après, vraiment, chaque personne fait ce qu'elle veut, hein. bien Si, sûr. si toi, demain, ton rêve, c'est d'avoir une collection de sacs Hermès, je te dirais, mais vas-y, let's go, si c'est vraiment un truc qui te fait plaisir. Mais parfois, il y a une course aussi à avoir toujours plus au niveau matériel, et Mm, en fait, c'est pas sain. Parce que une fois que tu as ta collection de sacs Hermès, bah, tu vas avoir une collection d'autres choses, et en fait, ça ne remplit pas le cœur. mm. Tu vois ce que je veux C'est dire? beau. Ouais. Alors que ce qu'on a décrit juste avant, savoir apprécier des choses immatérielles comme ça, des expériences de la vie, Mm, des choses comme ça un petit peu impalpables, les émotions, les sentiments, c'est ça qui te remplit vraiment en fait. mm. Ouais. T'as tout dit. Je suis d'accord. On a vraiment une vision similaire, je pense. Et effectivement, je n'ai pas de sac de luxe. Du coup, tu fais ce lien incroyable parce que tu as parlé en même temps des réseaux sociaux. Une autre question. Donc, je sais qu'aujourd'hui, tu as une grande communauté sur Instagram. Tu as 11 000 abonnés ou plus, 14 000, je sais plus. C'est 16 000 à peu près. 16 000 abonnés, voilà. Et donc, qu'est-ce que tu dirais que cette grande communauté, elle t'a apporté réellement, peut-être dans ton business, voire sur toi-même? Et est-ce que le fait d'être aussi visible a aussi un coût caché ou peut être inconfortable parfois? Les personnes qui me suivent sur Instagram, ça a été mes premières clientes. Ok. Vraiment, ça a été mes premières clientes. Ça fait très longtemps que je suis sur Instagram, hein. Ça fait plus de 10 ans parce que j'ai commencé à être sur Instagram quand j'étais encore salariée dans le Customer Care, où en fait je partageais tout simplement ma vie de parisienne qui va au boulot, qui est en poste de manager, qui fait des voyages à Londres, etc. Donc au départ, Ok. les gens m'ont suivi plus comme ça, quoi, pour la vie de Dorian, en gros. Et quand j'ai commencé à parler de plus en plus de mon métier, de customer care, etc., là, ça a attiré une autre audience d'entrepreneurs ou de freelance qui s'intéressaient à cette thématique. Et ça a grandi comme ça petit à petit. Mais donc pendant des années et des années, j'ai communiqué, j'ai eu un compte Instagram sans jamais rien vendre. Mm. Où j'ai vraiment jamais rien eu à vendre. Donc en 2020, quand ça faisait déjà plus de 5 ans que j'avais ce compte et que j'ai lancé ma première formation, vraiment en mode, bah voilà, je sors une formation pour apprendre aux freelances, aux entrepreneurs à avoir un excellent customer care. Mon premier lancement, j'ai fait presque 50 000 euros de chiffre d'affaires en plein Ah mois ouais. d'août. Parce En que plein c'était mois des d'août, faut personnes, préciser. voilà, c'est ça. Mais c'est pas un succès du jour au lendemain. Bien C'est sûr. des Mm. personnes pour qui je crée du contenu gratuitement depuis 5 ans. Donc en Ouais. fait, c'est pas 50 000 euros créés en un seul mois d'août, Mm. c'est 10 000 euros par an pendant 5 ans. En Ouais. gros, tu vois, si, Ouais, ouais. si on fait les calculs. Donc voilà, ma communauté sur Instagram, ça a été mes premières clientes, ça a été les premières personnes qui m'ont recommandé, ça a été les premières personnes qui m'ont invité sur leur podcast ou à collaborer avec eux. Donc vraiment, j'ai une reconnaissance infinie envers ces femmes-là, parce que la majorité, c'est des femmes. Et, euh, et voilà, et puis le soutien, les partages parfois. Tous les jours, je reçois des DM, on me dit, ah tiens, je suis tombée sur cette jolie tasse de thé, ça m'a fait penser à toi, je te l'envoie. Ou alors, tiens, regarde ce cas service client, machin. Enfin, vraiment, ce sont des personnes qui participent au développement de Baker Bloom à beaucoup plus grande échelle qu'elles ne le pensent. Donc vraiment, j'ai une reconnaissance infinie pour elles. Et par rapport à ta deuxième question, est-ce que c'est un coût caché? Oui, mais j'ai envie de dire, c'est un coût caché avec les personnes bêtes. Je vais être très, très directe et très franche. Euh, le fait que je m'expose sur les réseaux sociaux en tant que femme blanche reconvertie et voilée, ça attire beaucoup de haters. Mm. Je t'avoue, parce que la plupart du temps, ils savent pas où se situer. Ils voient très bien que ils peuvent pas être 100% racistes non plus parce que ça colle pas, mais ils voient quand même que j'ai un foulard, donc ils se disent. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est la seule chose, on va dire, qui est embêtante, c'est que quand je touche un public qui est en dehors des abonnés que j'ai déjà, qui me connaît, etc., bah souvent je reçois des messages pas cool.
Donc, Mm. euh, donc il y a ça. Mais en vrai, je bloque, hein. Ouais. Je bloque, je supprime les commentaires et je passe à autre chose. Euh, voilà, après, ce qui est bien, c'est que quand je regarde le campus Customer Care, par exemple, donc les CCM les Customer Care Managers que je forme, je trouve que le fait de m'exposer, de partager mes valeurs, de montrer qui je suis, etc., ça a regroupé plein de personnes qui ont les mêmes valeurs, Mm. qui croient en l'humain, qui ont foi en l'humain, qui veulent juste que tout le monde soit bien, que tout le monde soit heureux, peu importe leur choix vestimentaire, personnel, amoureux, avoir des enfants, pas des enfants. En fait, tout ça, on s'en fout. On Mm. veut juste, tu vois, en gros, c'est le care, quoi. On Ouais. veut juste que les autres soient heureux. Et je trouve que bah, malgré tout, tu vois, m'exposer, ça a contribué à montrer à plein de personnes, plein de femmes en majorité, qu'il y a plein de gens qui pensaient comme elles, qu'il y a Mm. plein de gens qui veulent juste que tout le monde soit heureux, et puis parfois on s'appelle un peu le monde des bisounours entre nous, tu vois, mais voilà, c'est ça, Ouais. je trouve qu'on a une communauté, enfin j'ai une communauté extrêmement bienveillante, donc je suis voilà, très reconnaissante pour ça. Donc toi aussi, au-delà des personnes qui seraient, enfin, qui font des critiques, etc., est-ce que ça t'a donné, toi aussi, redonné foi en l'humanité? Parce qu'on baigne dans un climat, quand tu allumes la télé, où il se passe beaucoup de choses négatives. Voilà, on Mm. a vite fait de plomber un petit peu. Est-ce que le fait de travailler justement dans ce monde de bisounours avec des femmes qui ont foi en l'humain, ça t'aide aussi à voir les choses positivement? Après, moi, je suis une éternelle optimiste, hein, Ouais. trop même. Vraiment, je vois toujours le verre à moitié plein. Je le vois même parfois totalement rempli alors qu'il est plus près du fond. Mais ouais, je pense que oui, ça aide. Et puis, je crois vraiment que, il y a plus de bonnes personnes qu'on vient de nous le faire croire. Je Mm, pense que les médias, mm, l'actualité, etc., nous montrent, amplifient mm, le négatif au lieu de montrer le positif, tu vois. Enfin, je sais mm, pas, moi, je voyage beaucoup, je voyage beaucoup en France aussi, etc., que ce soit en Touraine, voilà, dans ma région, je suis dans l'Ain, etc. Enfin, personnellement, n'importe qui que je croise dans la rue, on se dit bonjour, on papote du beau temps et machin, et voilà, à part sur Internet, voilà, où peut-être les gens se lâchent plus, etc. ouais. Je suis vraiment persuadée qu'il y a beaucoup plus de personnes intelligentes et bienveillantes qu'on veut bien nous le faire croire. Mm, ok. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de robots Ok. haters. Et Ouais. ça, je l'ai déjà cramé plusieurs fois sur certains de mes posts, où en fait, c'est des commentaires, là, ils se ressemblent tous, c'est Mm, quasiment tous les mêmes, avec soit des emojis tête de cochon, soit les mm, mêmes phrases rentre chez toi, machin. Et en fait, quand tu vas voir les comptes, c'est clairement des bots. Donc ok. en fait, il y a je sais pas qui est derrière ça, mais il y a des organismes, des gens, voilà, Mm, qui ont des comptes robots pour hater en fait sur les réseaux sociaux. mm, Donc il y a aussi ça à prendre en compte, de se dire que c'est pas forcément des humains derrière. ouais. Et en tout cas, toi, ça ne t'a pas, tu vois, quand je me dis entre écrire un post et moi j'ai 500 abonnés sur Instagram et quand tu dois écrire un post, alors ça dépend évidemment du type de post, mais un post où tu prends un peu plus position, où tu exprimes un avis, est-ce que tu te poses des questions avant de le publier parce que tu sais que tu as une grosse communauté et que beaucoup de personnes potentiellement vont le lire? Bah, pas forcément. Ok. Vraiment, Alors après, dans mes posts, dans tout ce qui est le contenu que je crée moi sur mon feed ou LinkedIn, etc., je suis pas quelqu'un qui prend position de façon hyper tranchée non plus, parce que parfois, moi, mon problème, c'est que souvent, j'ai du mal à m'exprimer par rapport à ça. Par contre, je fais beaucoup de repartages. Genre, tu vois, Ouais. sur mes repartages Instagram, on voit clairement mes positions politiques, parce que souvent, je trouve que les autres, enfin, je trouve que souvent, il y a des personnes qui écrivent ou qui exposent leurs pensées, leur prise de position, et je trouve que c'est tellement plus clair que comment moi, je l'aurais dit, que je préfère souvent repartager. Alors après, pour plein de choses, parfois, oui, on peut dire que j'ai pris position, mais en fait, c'est des trucs juste humains de base. Enfin, je veux dire, Mm. si tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, si dans ta vie, tu veux pas que les autres soient heureux, bah, il y a un problème. Oui. Il y a un problème que tu dois régler. Mm. Euh, voilà, ça peut être des traumas que tu as eus, ça peut ne pas être de ta faute. Mm. Clairement, la plupart du temps, c'est jamais de la faute des gens.
Quand on creuse, hein, on voit toujours qu'il y a des problèmes dans l'enfance, que la personne a été en manque d'amour ou quoi. Mais voilà, quand on arrive à l'âge adulte, quand on a bien évidemment la possibilité, la santé mentale pour, etc., je trouve qu'on a la responsabilité aussi de soigner par rapport à ça. Euh, je ne connais pas une seule personne aujourd'hui adulte qui pense comme moi, donc qui est bien dans sa peau, etc., qui n'a pas vécu des trucs de dingue et horribles dans sa vie. Mm. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'il y a ça aussi. Quand notre santé mentale, bien évidemment, le permet, je pense que le bonheur est un choix aussi, tu vois. Et donc voilà, et puis en général, enfin vraiment, quand tu vois les commentaires euh, des haters sur les réseaux, tu vois qu'il y a un problème psychologique. Enfin, il faut vraiment pas Mm. avoir fait Harvard pour déceler un grand mal-être chez ces personnes. Mais Ouais, c'est limite, ça c'est mon problème, j'ai trop d'empathie. ouais. Limite, mais ils me font tellement mal au cœur. Je me dis, mais mon Dieu, que ça doit être horrible de vivre une vie où on a autant de haine dans le cœur, quoi. Mm. Ouais, du coup, ça t'atteint pas spécialement parce que tu te dis limite, c'est moi qui ai de la peine pour lui, quoi. Ah, mais totalement. C'est Ouais. exactement ce que je ressens quand je vois Mm. ça. Je me dis, oh mon Dieu, le pauvre. Vraiment le pauvre, quoi. Ouais. Ok. Autre question que je voulais te poser par rapport du coup à ton parcours, ça fait depuis 2018 que tu es lancé à ton compte. Est-ce que malgré tout, tu souffres encore parfois du syndrome de l'imposteur? Oui, oui, oui. En fait, je pense que je pense même qu'on devrait arrêter d'utiliser le terme syndrome de l'imposteur. Ouais, Parce que on est en perpétuel apprentissage. Vraiment, toute notre vie, on apprend sur tous les domaines. Tu vois, je suis une grande passionnée d'histoire aussi, oui. donc je fais le rapprochement. Mais vraiment, c'est un domaine dans lequel il y a des jours, je découvre des trucs, je me sens bête. Je me dis, ah bah non, je peux pas avoir une conversation sur l'histoire demain avec quelqu'un parce que je ne savais même pas ça. Et donc, en fait, tu vois, tout le temps, on a ce truc de se dire, je n'en sais pas assez. Et en fait, je trouve que c'est hyper sain et que c'est normal. Là où c'est pas sain, c'est quand ça nous bloque pour avancer. Mm. Euh, je pense qu'il faut juste en être conscient, de se dire qu'on est en perpétuel apprentissage. Moi, mon domaine, c'est l'expérience client, c'est le customer care, mais ça change. Il y a des évolutions tous les ans avec l'intelligence artificielle, des nouveaux logiciels, des nouvelles tendances, une nouvelle façon de consommer de la part des clients qui font que bah, certaines pratiques que je pouvais conseiller il y a 2 ans, bah, je vais les faire évoluer parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment adapté. Tout évolue tout le temps et donc on apprend et on pratique tout le temps. Donc, je trouve que c'est sain d'avoir conscience de ça. Mm. Si demain quelqu'un te dit non, moi ce domaine-là, je sais tout sur tout, j'ai pas besoin d'apprendre plus, je connais tout et je vais te dire la vérité et c'est la vérité absolue, je pense que c'est pas une personne avec laquelle on doit travailler, Ouais, sincèrement. Euh, voilà. je comprends. Moi, je sais que quand je ressens ce côté, je me sens pas légitime pour ça. Tu vois, par exemple, je vais je vais proposer des offres avec un accompagnement expérience client et customer care, mais avec une dimension un petit peu business, parce que voilà, ça fait 7 ans, etc. J'ai attendu 7 ans quand même d'entrepreneuriat avant de me dire que je peux un petit peu conseiller Mm. certaines entrepreneuses sur leur entreprise, et je sais que je vais continuer d'apprendre là-dessus. Tu vois, vu que je le fais parce que j'en ai terriblement envie et que je pense que je peux aider, mais je vais me former de mon côté, continuer d'apprendre, aller suivre, je sais pas moi, des conférences. Tu vois, rien que ce matin, j'étais en train de regarder le tarif des cours business en ligne d'Oxford, Ok. tu vois, parce que j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de continuer à me former. Donc voilà. Donc pour rassurer tout le monde là qui nous écoute, arrêtez de dire j'ai le syndrome de l'imposteur. Mm. Dites-vous que vous êtes une personne qui va apprendre toute sa vie et que c'est juste normal. Et que apprendre, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire, parce qu'en plus, ça fait travailler notre cerveau, ça fait travailler notre mémoire, ça crée des connexions neuronales, et donc en fait, ça nous rend plus intelligents. Donc vraiment, continuez à avoir le syndrome de l'imposteur, continuez d'apprendre. S'il y a un domaine dans lequel vous sentez qu'il vous manque des connaissances, je pense que c'est pas un hasard. Je pense qu'il faut pas se dire non, c'est juste le syndrome de l'imposteur, je le mets de côté et j'y vais quand même. Mm. Achetez un bouquin sur le sujet, inscrivez-vous à une conférence sur le sujet, demandez à quelqu'un qui s'y connaît bien sur le sujet d'en discuter avec vous. Je reviens sur l'exemple de l'histoire. Je sais il y a plein de périodes ou de faits historiques où je manque de culture dessus. Mon mari, par exemple, lui, pareil, il s'y connaît très très bien. Et parfois, je lui dis, j'aimerais bien qu'on parle de ce fait historique, parce que je sais que toi, tu t'y connais un peu mieux que moi, et là, j'ai envie d'approfondir. Allons-y. Mm. Et vraiment d'être dans cette démarche d'amélioration continue de nos connaissances, je trouve que c'est une preuve de professionnalisme
et de respect envers nous et envers nos clients qui est énorme, quoi. Mm. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on risque de perdre justement avec les années? Enfin, on est un peu dans cette société où on a tout cru dans la bouche. Les épisodes Netflix débarquent sans qu'on ait besoin d'appuyer nulle part. Et je trouve qu'on se sert d'Internet en mode... Enfin, nous, quand on était à l'école, dans notre génération, on devait faire un exposé, on allait chercher dans des livres la bonne information qu'on retranscrivait à la main. Maintenant, tu vas peut-être demander à ChatGPT de sortir le script d'un exposé sur les lions et voilà, c'est bon, ce sera fait en 30 secondes. Est-ce que du coup, tu penses que c'est possible que ça se perde, cette curiosité, ou comment justement toi tu la cultives, tu te challenges par rapport à ça? Mm. C'est drôle parce que c'est le sujet d'un post qui va sortir la semaine prochaine. Ok. Je vais faire un gros raccourci et je vais préciser quand même un petit peu après. Je pense que l'intelligence artificielle et les technologies qu'on a maintenant, c'est exactement comme la radio, comme la télé, comme l'argent, Mm, comme plein de trucs. En fait, les gens qui sont pas dans un état d'esprit de développement ou qui sont, je mets des grosses guillemets, bêtes, bah en fait, ces technologies-là, ça va juste montrer encore plus leur bêtise. mm, Les gens qui sont naturellement curieux, qui ont envie d'en savoir plus, ils vont utiliser ces outils-là de cette façon. Voilà, ça c'était le gros raccourci juste pour comprendre un petit peu le truc. Mais en vrai, ça reste des outils. mm, Si on consulte l'intelligence artificielle avec une intention de paresse, avec une intention de je veux que le truc fasse et réfléchisse à ma place, on va finir par avoir les mêmes pensées que tout le monde, mm, parce qu'il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle se base sur ce que le monde entier lui dit. Et donc, en fait, ça va homogénéiser un petit peu les pensées, etc. Euh, mais par contre, si on l'utilise comme outil de recherche, comme outil pour challenger nos idées, nos compétences, moi, je sais que j'ai appris énormément de trucs avec mm, l'intelligence artificielle. Enfin, l'intelligence artificielle a apporté énormément de bons personnellement dans ma vie, parce que, je te donne un exemple sur la nutrition et la botanique, par exemple, c'est aussi des sujets qui m'intéressent beaucoup. La botanique, j'aime les plantes, je me fais des tisanes, etc. Euh, Quand je cherchais sur Google certaines informations, ça me prenait des plombes à trouver. Alors, j'ai un livre de botanique, mais il couvre pas toutes les plantes, il couvre pas tous les trucs. Et donc, en fait, un jour, je me suis retrouvée dans ma bouilloire avec 4 plantes que je voulais mélanger, et tout d'un coup, j'ai eu un doute, j'ai fait ouf, je suis pas sûre que je puisse mélanger ces deux-là, là. Ça risque d'être trop sédatif et de me casser un peu. Donc, en fait, j'ai demandé à ChatGPT. mm, Tu vois, je lui ai dit, écoute, j'ai ces 2 plantes-là, j'ai un doute sur le fait que je puisse les mélanger, est-ce que c'est OK? Et en fait, lui, en 30 secondes, il m'a donné les doses précises, etc., les points de vigilance, et tout, et tout. Et donc, en fait, tu vois, je trouve que dans des démarches comme ça, pour approfondir des connaissances, pour challenger, pour vérifier un doute, etc., il y a zéro mal à utiliser l'intelligence artificielle, mm. tu vois. Ok. Et parfois, je sais que je vais vérifier les informations qu'elle me donne, Mm, soit sur une autre IA, soit directement dans un bouquin, soit voilà, parce que je trouve que c'est hyper important. Après, dans notre vie personnelle, euh, je trouve que c'est hyper important de cultiver ce qu'on appelle l'esprit critique. mm, L'esprit critique, dans le sens où, tu vois, se questionner sur les choses qu'on sait déjà, être curieux, tu vois, c'est ce que je cultive aussi avec mes filles. Les pourquoi ça, et pourquoi, et maman pourquoi machin, ben, en fait, on va faire les recherches ensemble. Il y a parfois des choses que je ne sais pas. Je dis, bah, écoute, on va aller chercher, parfois on va à la bibliothèque, parfois elle connaît Google. Elle, ma mère, elle demande à Gemini, je crois. Donc mm. maintenant, elles ont ce truc de dire, j'ai envie de savoir ça. Parfois, ma fille me dit demande à ChatGPT. Mais en fait, c'est pas grave. Peu Ouais, importe l'outil, ouais. l'humain a toujours utilisé les outils qui étaient à disposition au moment où il a vécu. Avant, c'était, je sais pas, les érudits. Mm, Et pareil, il fallait croire noir sur blanc ce qu'ils nous disaient, hein, les érudits. ouais. Parfois, les gens, ils avaient pas, ils pouvaient pas vérifier leur dire, etc. Donc voilà, c'est simplement des outils. Il faut juste les utiliser avec conscience, avec intelligence, et surtout faire en sorte que ces outils-là nous rendent plus intelligents Mm, et augmentent nos compétences. Et c'est ce que je te disais, les personnes qui sont naturellement intelligents ou qui ont été éduquées, parce qu'il y a l'éducation aussi qui rentre en compte, mm, qui ont mm, été éduquées à être curieux, à avoir un esprit critique, à faire des recherches de la bonne façon, ils vont utiliser ces outils-là de la bonne façon et ça se voit dans leur poste, ça se voit dans leur communication, ça se voit dans leur expertise, dans leur façon de parler. Tu vois, ces derniers temps, il y a des phénomènes sur LinkedIn surtout, et c'est vraiment un truc qui me sort par les yeux.
des commentaires, tu vois, où tu sens très clairement que la personne, elle a copié-collé ton post dans le chat GPT et elle lui a dit généralement un commentaire pour ce post. Ok, Et en fait, tous les commentaires se ressemblent. ok. Genre parfois, sous certaines publications, j'ai trois, quatre personnes différentes où la réponse est quasiment la même, avec juste des petites tournures différentes. Mais tu sais, tu reconnais un petit peu la Oui, façon d'intelligence d'écrire. Ouais, artificielle ouais. de d'écrire. Et en fait, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune valeur ajoutée et la personne, ça la décrédibilise énormément. Mm, ouais. Quand on a une entreprise autour de l'humain et juste, enfin, ça doit être très bizarre pour toi de voir ça, de mettre aussi peu d'humain dans son commentaire et. C'est même pas mettre de l'humain, tu vois, à la rigueur. Franchement, je préférais que quelqu'un me parle mal sous un de mes posts, mais qui, tu vois, s'il n'est pas d'accord avec Ça, moi, c'est par vraiment. exemple, Ouais. et c'est en fait, c'est lui, c'est son cerveau, c'est machin, et on peut débattre, on peut échanger, pas de Mm. problème. Mais alors, effectivement, tu as raison, Dorian, la relation client aujourd'hui est vraiment Ah hyper ouais. importante. Pas pour faire plaisir, pas pour nanana, mais pour nanana. Enfin voilà, c'est vraiment les mêmes Ouais, les formulations formulations, IA à vraiment. chaque fois. Je trouve que les gens, en fait, ça les décrédibilise. Mm. Et ces personnes-là, malheureusement, elles vont pas faire long feu dans Ouais. l'entrepreneuriat. Mm. L'entrepreneuriat, le plus dur, c'est pas de se lancer, hein. Mm. C'est pas de voir ses premiers clients, hein. C'est vraiment de durer et de Ouais. faire tenir sur la durée une entreprise. Ouais. Vraiment, quand je compare le niveau de difficulté de mes deux, trois premières années et le niveau de difficulté là, après 7 ans, vraiment, on a multiplié par 10, hein. Mm. Ouais, ouais. On n'en parle pas assez de ça, je trouve. Mm. Du coup, justement, ben, vu qu'on en vient un peu à voilà, ce qui se passe actuellement dans ton business, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur la croyance que tu as dû déconstruire dernièrement pour te réaligner justement à ton business? Je sais que tu es un petit peu dans un lancement de nouveaux services. Est-ce que ça c'est venu te challenger? Est-ce que c'est juste une nouvelle idée comme si tu en as beaucoup? Euh, qu'est-ce qui... Voilà. C'est hyper intéressant comme question parce que je pense que j'ai dû déconstruire beaucoup de choses euh, pour continuer à... Déjà, j'ai toujours été hyper adepte, tu sais, de la citation quand on veut, on peut. Oui. Vraiment, mais le quand on veut, on peut, je me le suis sorti à toutes les sauces, je l'ai sorti à d'autres personnes à toutes les sauces. Puis ma deuxième fille est arrivée, Mm, comme je le disais. Et là, j'ai bien vu que même quand on veut, parfois, on ne peut pas. Donc, mm, j'ai dû déconstruire ça et faire avec, en fait. Et faire avec ce qu'on a. Et je trouve que ça a été l'une des choses les plus difficiles tu sais, d'avoir le cerveau qui bouillonne et de ne pas avoir les capacités physiques, énergétiques et temporelles pour mettre en œuvre ce qu'on voulait. mm. Donc vraiment, ça, c'est la première citation que j'ai dû éjecter de mon cerveau. Quand on veut, on peut. Non, c'est faux. Selon la vie des gens, selon la santé, selon plein de choses. Parfois, quand on veut, on ne peut pas. Et c'est hyper frustrant. Vraiment, vraiment très frustrant. Une autre chose que j'ai dû aussi, que j'ai plutôt découverte, c'est que pour faire grandir une entreprise, pour faire grandir un business, il faut devenir une autre personne. Alors, pas quelqu'un de complètement différent, forcément, mais il faut énormément évoluer soi-même. C'est vraiment très différent. Après, je pense que ça se rapproche aussi quand on est salarié et qu'on veut énormément évoluer, qu'on atteint des postes de direction avec de grosses responsabilités des gens à manager, etc. Je pense que ça s'en rapproche un petit peu. Mais je trouve que c'est énormément de développement personnel. Il n'y a pas de développement personnel comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, fais du yoga, Mm. fais ta méditation, machin. C'est vraiment, c'est quoi mes défauts? C'est quoi mes paresses? Tu vois, sur quoi je suis flemmarde, etc. Et comment je peux euh, combattre ça, entre guillemets, tu vois. Euh, la passion, ça fait pas tout. Mm. La motivation, ça fait pas tout. Parfois, il y a des périodes où on sait ce qu'on a à faire. On sait exactement les actions qu'on a à faire pour notre entreprise, mais on ne les fait pas. On reste bloqué, on Ouais. procrastine, etc. Et souvent, c'est une question de discipline. Et avant, pareil, pour moi, la discipline, c'était un peu un truc de militaire, quoi. Genre, Mm. non, moi, c'est pas pour moi c'est ma passion qui me porte, etc. J'ai découvert justement, bah, à partir de ma deuxième fille, que la discipline, c'était l'une des formes de self-care les plus intenses. Vraiment. J'ai dû introduire de la discipline pour ma santé, donc mes heures de coucher, pour pouvoir récupérer voilà, la dette de sommeil, même si apparemment on récupère jamais vraiment, mais voilà. Mm. Donc avoir une discipline stricte sur mon nombre d'heures de sommeil, donc peu importe si on me propose une sortie, si machin, si truc, non, il me faut 7 à 8 heures de sommeil minimum
par nuit. Tant pis si je voulais me faire 3 épisodes Bridgerton d'affilée, ce sera pas le cas ce soir. Voilà, donc discipline par rapport à ma santé, par rapport à mon alimentation. Éviter le sucre, manger plus de protéines, faire en sorte d'avoir toutes les vitamines que je veux dans ma journée. Et donc, non, je vais manger une orange au lieu de manger je sais pas, le gros truc. Ou je vais manger une orange en plus, ça dépend des jours, mais bref. T'as compris? Vraiment faire preuve de discipline parce que on sait que ça va améliorer notre santé physique, mentale, notre énergie, mais aussi notre business, comme on disait tout à l'heure, hein, quand on Mm. va bien, notre business va bien. Et donc aussi pour certaines actions business qui ne viennent pas naturellement, tu vois, qui ne viennent pas avec la passion et la motivation, avoir cette forme de discipline, euh, je trouve que c'est une preuve d'amour de soi qui est hyper grande. Et vraiment, il y a 2 ans, je ne pensais pas ça du tout. C'est quelque chose que j'ai travaillé là ces derniers mois. Et en fait, quand tu commences à prendre la discipline de certaines choses, après, c'est plus de discipline, c'est des habitudes. Mm. Ouais. Au début, Et c'est donc, c'est dur, beaucoup tu plus dois y facile. penser. Ouais, c'est ça. Au début, tu dois C'est y ça. penser, t'obliger, entre guillemets, et puis petit à petit, ça devient beaucoup plus fluide. Et là, ouais, c'est ancré dans ton quotidien, en fait. Mm. Mm. Et, et, je rebondissais sur quand tu disais que c'était vraiment un chemin de développement personnel pour toi, l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as eu l'impression, voilà, au-delà, enfin, comme tu dis, c'est pas boire du matcha et faire du yoga à 5 heures du matin. Est-ce que tu as l'impression que c'est venu justement dans ce changement de posture, peut-être travailler ta confiance en toi, enfin, certaines choses. Je sais que moi, par exemple, depuis que je suis entrepreneur, j'ai jamais autant évolué dans ma confiance en moi et je me sens plus affirmée, même dans ma vie quotidienne. Est-ce que il y a un truc qui s'est joué comme ça un petit peu pour toi? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une maman géniale qui m'a toujours appris à avoir confiance en moi depuis que je suis petite. Donc, en fait, j'ai jamais eu l'impression de manquer de confiance. Mm. Tu vois, je pense que c'est un acquis depuis longtemps. Et c'est pas confiance en mode égo, en Oui, mode tant pis si je me trompe, j'y vais quand même. Enfin, voilà, c'est vraiment juste j'ai envie d'essayer. Et même si le truc il me fait hyper peur, bah, je vais quand même le faire. ouais. Euh, et je pense que j'ai un rapport à la confiance en soi qui est pas alors il faut que je croie en moi, machin, etc. C'est que j'ai juste pas envie de perdre du temps sur des choses que j'ai envie de faire parce que je suis pas sûre de moi. Donc Mm. parfois je suis pas sûre de moi du tout. Je te donne un exemple. Le mois dernier, j'ai répondu à un appel d'offres pour une entreprise qui a des milliers et des milliers, voire des dizaines de milliers de salariés. Et il fallait leur construire une formation en service client qui sera implémentée dans 15 pays. Donc c'était un truc énorme, vraiment énorme. En collaboration avec une copine dans le même secteur que moi, on se dit, bon, bah, on va répondre. On n'est pas du tout prête, on n'est pas du tout On prête le à faire fait. ça, mais si on l'a, on avisera et on construira ce qu'il faut. Et donc, on n'a pas eu hein, l'appel d'offres parce que justement, on n'est pas une structure assez grosse, etc. Et donc, en fait, quand on a eu la réponse, on n'était pas déçus. Mm. On était limite soulagés, mais par contre, on était hyper fiers d'avoir quand même tout donné pour l'avoir. On n'a pas fait Mm. de rétention, on ne s'est pas auto-saboté, etc. Et tu vois, c'est ça, la confiance en soi, entre guillemets. Ouais. C'est qu'on ne s'est pas dit, on a tout ce qu'il faut, on est prêt, on gère, c'est absolument nous qu'il leur faut. C'est de se dire, on a envie de tenter le truc, on va tout donner, et si on l'a, on va tout faire pour mettre en place ce qu'il faut, tu vois. Mm. Donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est normal des fois de se sentir pas tout à fait légitime avant de commencer quelque chose qui nous sort justement un peu de notre zone de confort ou un nouveau projet, une nouvelle mission. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et tu dis, Et allez, puis on y va parfois, quand même. c'est ça. Et puis parfois, c'est un truc qui nous bloque énormément. C'est peut-être qu'on a juste pas envie de le faire aussi. C'est peut-être pas Mm, mm, du manque de confiance en soi. C'est que parfois, tu sais, il y a l'instinct aussi. Hein. Parfois, il y a des mm. trucs qui se disent, oula, ça non, je pense pas que. Je te donne un autre exemple. Un jour, j'ai été contactée par TF1 Ouais. pour passer au journal du soir là, à 20h, un dimanche, je crois, sur un sujet sur le service client. Donc, ça se trouve, c'était juste une intervention qui allait durer 30 secondes. Mais j'ai dit non. Mm. Pourtant, ça pouvait être Oui. un truc de visibilité énorme, etc. Et en fait, c'est pas que j'avais pas confiance en moi pour passer sur TF1, mais je le sentais pas. Mm, Vraiment, c'est mon instinct. Je me suis dit, oula, non. Genre, la télé française, déjà, j'ai pas confiance aux médias français. ouais. Vraiment, souvent, et puis c'est même pas souvent, c'est quasiment tout le temps, on a des retours de gens qui sont interviewés qui disent, mais c'est pas du tout mes propos. Mes propos, ils ont été coupés, déformés, machin. Donc, je me dis, j'ai pas envie que ça m'arrive. Et en plus, les répercussions par la suite de mon image exposée, TF1 qui parle de service client, j'ose même pas imaginer les conséquences sur mes réseaux sociaux, etc., de la population que ça aurait pu attirer. Mm. Donc, tu vois,
j'avais la confiance pour y aller et Ouais, parler de ouais. service client, pas de problème. Ça se trouve, ça aurait été en visio en plus, enfin voilà. Mais je me suis dit non, je le sens pas. J'ai pas Ouais. envie Mm. de le faire. Faut aussi écouter aussi, du coup, voilà, écouter ton intuition et ton ressenti. C'est ça. Ouais. Ok. Donc, on en a l'a abordé un petit peu aussi, mais qu'est-ce que tu dirais vraiment, au-delà de toutes les problématiques que tu as soulevées, mais qu'est-ce que la maternité, elle a changé pour toi dans ta vision, voire dans tes décisions liées à ton business dernièrement? Bah, comme je te le disais, j'ai quasiment toujours entrepris en étant maman. Ouais, Donc, peut-être ta seconde maternité, du coup, a remis certaines choses en place. ouais, carrément. Carrément, ça a remis certaines choses en place. Après, je sépare quand même pas mal les deux. Tu Mm, vois, dans ma tête, j'arrive vraiment à faire le. Tu vois, j'arrive pas à travailler, par exemple, 15 minutes pendant que mes filles font une activité. mm, Genre vraiment, je connais des mamans qui arrivent et qui en 15 ouais, minutes arrivent à se concentrer, faire une tâche hyper importante ou même juste créer un post pour leur réseau. Alors moi, j'en suis totalement incapable. J'ai vraiment besoin d'une séparation hyper stricte entre les deux. Mais ce que ça a pu remettre en cause dans mon business, c'est que j'ai réalisé que j'avais pas de système indépendant de moi pour faire tourner mon entreprise si jamais je dois être absente, si jamais je sais pas, moi, je dois être en arrêt maladie pendant ouais. X temps ou si j'ai besoin d'une pause de 2 mois, tu vois. Mm. Euh, on avait tout mis en place pour ma deuxième grossesse pour que tout tourne sans moi pendant 3 mois, donc c'était top. Mais en fait, ça a dû être un travail hyper intense en amont, Mm. tu vois. Donc je pense que ça, c'est un objectif dès que je le pourrai, c'est d'avoir une équipe et des systèmes en place où bah, mon business peut apporter autant de valeur à mes clients et peut trouver des clients sans que j'ai forcément à intervenir. C'est là-dessus, du coup, que tu travailles en ce moment. C'est d'essayer, justement, pas forcément, Pas mais du tout. Non, non. à terme, c'est une de tes ambitions. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, Ok. à terme, c'est une de mes ambitions. Ouais. Alors, pareil, je suis pas le genre d'entrepreneur qui veut un business qui tourne sans lui. Moi, j'ai besoin de contact avec mes prospects, j'ai besoin de contact avec mes clients. À la base, faut pas oublier que ma zone de génie, c'est le customer care. Mm. C'est le contact avec les gens, donc j'en ai besoin. Si j'ai pas ça dans mon business, je suis mais malheureuse comme les pierres. Donc, il faut que j'en ai. Mais il faut aussi que pour X ou Y raison, je puisse ne plus être là pendant un moment. Ok. Non, je ne veux pas de troisième enfant. Et est-ce que, en parlant d'ambition, justement, est-ce que tu estimes aujourd'hui, voilà, tu es une femme entrepreneur, est-ce que tu penses que ton ambition, elle a déjà fait peur à ton entourage, à peut-être ton mari quand tu t'es lancée, voire au fil du temps, ou même aux gens que tu côtoies autour de toi, à tes parents, des choses comme ça? Non, on fait peur, non, parce que, enfin, tu vois, comme on peut l'entendre depuis tout à l'heure, je suis pas en train de dire demain je vais être multimillionnaire, on aura des appartements et des maisons dans tous les pays du monde, on va investir en bourse, machin, tu vois. Oui. Euh, je me considère pas comme ambitieuse, je me considère pas comme hyper ambitieuse en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que non, ça a jamais fait peur. Alors parfois j'ai déjà parlé de projets, etc., où on me regardait un peu en mode, mais ça c'est impossible, ça. Hmm. Mais fait peur, non. Fait Oui. peur, non, parce que tu vois, je pense que les ambitions aussi, elles grandissent au fil du temps et au fil où le business grandit, où les projets changent et évoluent aussi, tu vois. Euh, je sais qu'un jour, là pour le moment je le fais, mais je sais qu'un jour je rêverais de créer des retraites pour entrepreneuses, tu vois, Hmm. notamment avec les Customer Care Managers que j'ai formés, parce que c'est un truc qui est hyper demandé. Et genre, je sais pas, de louer un chalet pendant une semaine et allez hop, on est 20-25 entrepreneuses, on se réunit, enfin voilà, tu vois. Hmm. Mais tu vois, mes ambitions, elles tournent toujours autour des gens. Elles C'est tournent rigolo, toujours autour de réunir les gens, réunir l'humain, ouais. créer des moments comme ça de bienveillance et tout. Donc non, franchement, peut-être ça devrait m'inquiéter, hein, de pas être assez ambitieux, je sais pas. Je trouve pas parce qu'en fait, comment dire, c'est comparer ton ambition à ce que tu vois sur les réseaux, à quelqu'un d'autre. Enfin, tu Oui, vois, ça part de toi et de ton cœur et de ta réalité. Donc, je trouve pas qu'il y ait.
des bonnes et des mauvaises ambitions en soi, complètement. Et ton projet de retraite, ça me fait rire parce qu'avec une amie, on a aussi ce truc de dire, ah, on aimerait trop créer des séjours comme ça. Et on voit beaucoup Mhm. de retraites de yoga, mais pas beaucoup de retraites business. Et ouais, ça Ouais. m'inspire beaucoup, ça. Et du coup, tu me parlais tout à l'heure, voilà, en termes de réussite, de succès, que tu mesurais ça à l'impact que tu pouvais avoir et que ton entreprise avait auprès des gens. Justement, toi, si ton entreprise, elle avait un immense impact sur le monde, si vraiment elle se déployait énormément, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle change ou qu'elle permette dans le monde? Euh, que en fait, offrir un excellent customer care, ce soit pas une option, que ce soit juste une évidence en fait pour n'importe quelle entreprise. Et que surtout ces entreprises-là recrutent des gens qui sont faits pour être customer care manager, qui sont faits pour gérer l'humain. Parce que les plus gros problèmes qu'on voit aujourd'hui, que ce soit dans les entreprises ou même dans les administrations, c'est que les gens qui sont au service client ou au service administratif qui reçoivent les appels ou quoi, c'est pas des gens comme les gens. C'est des gens qui devraient bosser dans leur coin sur Ouais. d'autres trucs, mais c'est pas des gens qui devraient être en contact avec l'humain. Et donc, si demain, l'impact idéal que Baker Bloom aurait sur le monde, ce serait vraiment que les entreprises aient appris avec moi à recruter les bonnes personnes pour gérer l'humain dans leur business et que pour eux, ce soit un pôle rentable, un pôle d'investissement qui ne voit pas ça comme ah, c'est chiant, il faut gérer le SAV, il faut gérer machin, oh là là. Mm. Voilà. Et puis, on voit des clients parfois à qui on parle mal, à qui on répond pas, qu'on rembourse pas alors que ça fait 2 semaines qu'ils auraient dû être remboursés. Et en fait, tu vois, je pars du principe où la vie, elle est assez dure comme ça pour les gens. Vraiment, la vie, elle est assez hard comme ça. Pour qu'en plus, ils soient maltraités quand ils font le choix d'acheter quelque chose, Mm. de consommer quelque chose, d'aller dans une boutique ou d'acheter une formation ou un coaching, peu importe. Euh, Quand ils font le choix de dépenser leur argent et d'accorder leur confiance à quelqu'un ou à une entreprise, la moindre des choses, c'est qu'ils soient bien, quoi. Mm. Tu vois? Ça, c'est vraiment mon combat. Est-ce que tu Genre, as Pardon de te couper, mais est-ce que tu as l'impression que les entrepreneurs aujourd'hui mettent plus ou trop d'énergie à trouver des clients et pas assez à prendre soin des clients qu'ils ont trouvés? ça dépend vraiment des entrepreneurs. Ça Ok. dépend vraiment des gens. Euh, il y a des entrepreneurs qui ont naturellement cette évidence de oui, je prends soin des gens. Parfois, il y a des maladresses parce qu'ils ont peut-être pas les process, ils ont peut-être pas les bonnes stratégies, ils sont un peu désorganisés, mais ils ont l'intention et ça se sent et souvent leurs clients leur pardonnent. Ah bah, Mm, t'inquiète, c'est pas grave, je te connais, je te fais confiance et tout. Euh, et ils ont naturellement une relation humaine avec les gens, même si, encore une fois, il y a des manquements, etc., à cause de l'organisation. Et eux, en fait, bah, c'est OK. Enfin, mm, voilà, ils améliorent les choses par la suite. En général, ça roule tout seul. Et ensuite, il y a une autre partie d'entrepreneurs qui n'ont pas du tout l'intention de prendre soin des gens. mm, Je trouve qu'il y a vraiment deux types d'entrepreneurs différents. Il y a ceux qui font les choses par passion, parce qu'ils veulent aider, parce qu'ils veulent euh, que leur expertise, que leur produit ait un super impact sur les gens, euh, peu importe le domaine, hein, que ce soit coaching, formation ou mm. même e-commerce, tu vois. Et il y a ceux vraiment qui sont là juste pour prendre la thune des gens, Ouais. vraiment. Mm, Où il y a zéro intention d'apporter un truc, zéro intention de servir les gens, en fait. mm. Ouais. Il y Et a... j'ai oublié la question, je crois que je me suis éloignée du sujet un peu. Non, non, pas du tout. En fait, finalement, je te rejoins là-dessus, c'est les gens, en fait, il y en a certains qui, malheureusement, peut-être font ça à la base pour l'argent, pour une Mm, intention de s'enrichir, et donc où l'humain passe un petit peu à la trappe, et certains le font en partant de leur cœur et se disent, ben, tiens, j'ai envie mm, de donner du sens, d'aider, d'accompagner, peu importe la manière que ça prend. Et donc, du coup, dans ce cas-là, effectivement, le customer care, euh, enfin, euh, est un sujet peut-être un tout petit peu moins important ou sur lequel, en tout cas, ils peuvent se former, mais voilà, c'est des choses à oui. mettre en place. Ok. Après, parfois, ces entrepreneurs-là qui font les choses avec d'abord l'intention de s'enrichir, Hmm, ceux qui font bien les choses, c'est qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre pour le ok. pole care. Parce qu'ils vont quand même avoir conscience que c'est important et c'est juste que eux, c'est pas leur truc. C'est pas ce pourquoi ils ont créé une entreprise. Et franchement, c'est totalement OK. Genre, c'est Ouais. des gens là qui nous écoutent et qui se disent, moi, j'ai juste une super idée. Et effectivement, j'ai envie de m'enrichir Hmm. avec cette idée. C'est pas un problème du tout. Vraiment, Ouais, il, ouais. il faut de tout. Simplement avoir conscience qu'il faut quand même que les gens soient bien traités, soient Hmm. bien accompagnés, qu'on les accompagne jusqu'au succès.
donc Mm, que votre produit, votre service leur apporte les résultats promis, dans ce cas-là, juste prenez quelqu'un qui est expert là-dedans. Vraiment, mm. il y a pas de souci par rapport à ça. Et on peut même créer une entreprise avec passion, avec cœur, et vouloir servir les gens et leur apporter du cœur, et aussi avoir l'objectif de s'enrichir avec cette entreprise. C'est vraiment pas du tout quelque chose de mauvais, hein. Mm. Ok, c'est bien de le préciser. T'as raison. Oui, Qu'on on ne heurte personne. c'est ça. Et du coup, dernière question que je voulais te poser. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à justement un entrepreneur qui débute, qui se lance là cette année, qui est peut-être plein de doutes et voilà, qui a sûrement des choses à apprendre de toi? J'aurais beaucoup de choses à lui dire. Oui, bien sûr. Ah, le premier truc J'aurais qui te beaucoup de vient. choses à dire. Premier truc qui me vient, c'est que j'ai toujours regretté amèrement de ne pas avoir écouté mon intuition. Ok, Et j'ai toujours beaucoup regretté d'avoir écouté les conseils des autres contre mon intuition. ok. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes que je peux dire. Aujourd'hui, il y a une énorme concurrence. Tu vois, moi, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur. Il y a 7 ans, on était peu d'entrepreneurs, on va dire, sur le marché euh, à être en premier un petit peu, entre guillemets, un petit peu connu, tu vois. Et là, aujourd'hui, il y a une concurrence, mais qui est énorme. Même moi, tu sais, dans le customer care, dans l'expérience client, bah maintenant, forcément, j'ai beaucoup plus de concurrents qu'avant. Et en fait, il y a vraiment un truc qu'il faut se dire, c'est que si on veut se conformer à ce qui se fait, on va pas sortir du lot. Mm, Euh, donc, sors cette idée que tu penses loufoque, parce que c'est ça qui va te différencier des autres. Euh, Propose ta prestation d'une façon dont on l'a encore jamais vue, parce que c'est ce qui va te différencier vraiment. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est suis ton intuition et ne regarde pas ce que font les autres. mm, Vraiment, ne regarde pas ce qui se fait sur les réseaux. Limite, ne regarde pas tes concurrents non plus. Pose-toi la question, moi, si je devais être le client de mon produit demain, qu'est-ce que j'aimerais comme produit? Comment j'aimerais qu'il me soit livré? Quel accompagnement, quelle expérience client j'aimerais? Et, euh, et mixe tout ça avec ton branding et et ton identité. mm, Euh, je vais vous donner deux exemples très inspirants, enfin, je pense. Alex Martel, mm, entrepreneur canadienne, québécoise, ouais, très connue, enfin voilà, qui crée des expériences, etc. Et en fait, à chaque fois qu'elle crée un produit ou qu'elle crée une expérience, on peut sortir ce mot, mais c'est complètement loufoque. mm, Genre là, elle a lancé le défi brutal, où en fait, chaque jour, tu as une action à faire. Si tu la fais pas, tu es éjecté. Et genre l'identité, le branding, etc., il y a des petites épées, etc. Enfin, le robot qui nous parle sur Discord pour nous dire si on a fait le défi, etc., il s'appelle Brutus. Enfin voilà, il y a tout un univers où en fait, l'expérience, elle est juste incroyable. Et on voit ça nulle part ailleurs. ouais, Et les gens le font et les gens s'inscrivent et se réinscriront à ces expériences parce qu'ils savent que son équipe, etc., crée des choses uniques et mm, crée des choses qui vont leur faire vivre quelque chose. Un deuxième exemple, tu vois, par exemple, les offres là que je vais sortir, il y en a une qui va s'appeler Sweet Matcha et l'autre qui va s'appeler Dark Earl Grey. Pourquoi? Parce que je parle ok, beaucoup de thé, parce que voilà. Donc en fait, je mixe juste le truc avec mon branding. Et il y a certaines personnes qui vont se dire, mais c'est quoi ce truc? Et puis il y a d'autres personnes qui vont dire, mais c'est intriguant comme nom d'offre, j'ai envie d'en savoir plus. mm, Donc voilà, ne te dis pas qu'il faut forcément rentrer dans des cases. Il faut pas avoir peur de tester des choses et de rater. C'est mm, pas grave, vraiment, encore une fois, l'entrepreneuriat, rien n'est jamais fini. On est toujours en train d'apprendre, on est toujours en train d'ajuster, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à nous. mm. Et en fait, c'est OK. Donc, il faut juste avoir ça en tête. Trop bien. C'était très inspirant de t'avoir et je suis sûre que ça a parlé à plein de personnes qui m'écoutent. Donc merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que tu Vraiment veux avec plaisir. parler du coup un petit peu de ben, tes actualités, de toi, ce que tu fais en ce moment pour finir? Bah, comme je disais, j'ai lancé deux nouvelles offres, une offre de consulting et une offre d'accompagnement en fait, hein, Mm, en Customer Care Experience Client avec une dimension aussi un petit peu business parce que forcément, tout est lié en fait, hein. Le Customer Care Experience Client, c'est lié dans tous les aspects du business. Je forme aussi des Customer Care Managers, donc tous les mois, il est possible de s'inscrire et de devenir Customer Care Manager. On a beaucoup d'assistantes d'ailleurs virtuelles ou d'OBM qui viennent se former juste pour avoir une expertise en plus
à proposer à leurs clients. Donc voilà, au niveau de mes actualités, j'essaye je fais des business vlogs sur YouTube aussi, donc Ouais. vraiment rien à voir, mais juste chaque semaine, toute la semaine, je papote devant ma caméra, je raconte un peu ce qui se passe dans mon business et le dimanche, je poste ça de façon un petit peu brute. Voilà, j'ai quand même envie d'investir dans une meilleure caméra parce que la qualité, c'est pas ça. Et voilà, mon actualité, c'est ça. Je prends aussi du temps, et je trouve que c'est bien qu'on termine là-dessus, le temps de prendre soin de moi et de ma santé en priorité, parce que c'est hyper important et que sans une bonne énergie, vraiment, on peut pas avancer correctement. Genre, si on se sent fatigué toute la journée, vraiment, on peut rien faire, quoi. Donc, prenez soin de vous, prenez la lumière, si possible, le matin, allez marcher un petit peu dans la nature si possible, Ouais, faites votre check bilan sanguin pour être sûr que votre manque de motivation et de procrastination ne vient pas d'une carence, en complètement. vitamines ou en minéraux. Voilà, prenez soin de vous. Le conseil de la fin. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dorian, en tout cas, d'avoir été présente. Et je mettrai toutes les infos en description, du coup, si vous voulez les retrouver sur Instagram notamment. Trop Merci. bien. Bah, merci à toi.